Bonjour à tous, nous sommes très heureux de passer cet après-midi avec vous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous pour ce sixième numéro, épisode 6 du cycle de webinaires Tous Mobiles. Webinaire qui s'inscrit, je vous rappelle, dans le cadre du projet Tous Mobiles, site dédié à la mobilité solidaire initié par le laboratoire de la mobilité inclusive et avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Quelles solutions de mobilité dans les quartiers prioritaires de la ville? C'est le titre de notre rendez-vous d'aujourd'hui, un webinaire construit en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, regroupent plus de 5 millions d'habitants. Comment sont-ils définis? Quelles sont les spécificités de ces quartiers, les difficultés de mobilité, quels leviers et quelles solutions la mobilité solidaire peut-elle apporter à ses habitants? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble avec un programme riche, un webinaire que nous avons construit en deux séquences, comme d'habitude. Les deux intervenants de la première séquence nous donneront des clés de lecture. Avec Fleur-Émile de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous essaierons de dresser le portrait de ces quartiers prioritaires. Comment sont-ils définis? Qu'est-ce qu'on entend au fond par la politique de la ville? Et puis avec Nicolas Juste, ingénieur doctorant au CEREMA, nous tenterons d'identifier les spécificités et les difficultés de mobilité dans ces quartiers prioritaires. Dans une seconde séquence baptisée Agir, nous écouterons celles et ceux qui se mobilisent pour faire émerger des dispositifs facilitant la mobilité des habitants. Avec Arthur Lemoyle de la direction des affaires publiques chez Transdev, nous nous intéresserons aux leviers d'action qu'il faut mobiliser avant d'ouvrir une série de focus. Le premier focus sera consacré à la place et au rôle des transports collectifs. Nous irons à Toulouse avec Noémie Vuillat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, mais aussi dans les Hauts-de-France avec Jean-Christophe Géhin du syndicat mixte Art3 Goël. Nous ferons un second focus sur l'accès à la conduite des jeunes. Nous accueillerons Pascal Scalier du Secours catholique pour le projet Permis de réussir. Le troisième focus sera dédié aux mobilités actives. Sophie Verdelet de l'association AF3V nous présentera le projet Vélo Express. Enfin, dernier focus consacré à l'accompagnement, aux leviers et aux solutions pour encourager la mobilité des femmes dans les quartiers prioritaires. Laurent Giraud nous parlera des marches exploratoires de femmes. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants via le questions et réponses Q et R que vous pouvez voir en bas de votre écran. Pierre Taillant, économiste à l'ADEME, est encore fidèle au rendez-vous aujourd'hui pour nous transmettre vos questions pendant deux séquences, après la première séquence et après la seconde séquence. Enfin, sachez, comme tous nos précédents webinaires, que vous pourrez retrouver ce numéro en replay sur la chaîne YouTube du LMI et sur la chaîne YouTube de France Mobilité. Il est temps donc d'ouvrir ce webinaire et pour cette première séquence comprendre, de laisser la parole à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bonjour Fleur-Émile, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet, programme cadre de vie, logement, mobilité et tranquillité publique, direction générale déléguée de la politique de la ville, Agence nationale de la cohésion des territoires. Avant de parler de mobilité, on a besoin de comprendre ce qui se cache derrière ces trois lettres, QPV, quartier prioritaire de la ville. Comment sont-ils définis? Quel est leur nombre? Plus globalement, qu'est-ce qu'une politique de la ville? Je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc, l'objectif est de vous présenter un peu ce qui est effectivement un QPV. La loi de février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les principes de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En fait, ces QPV se substituent aux anciennes zones urbaines sensibles et avec comme objectif de concentrer des financements sur ces QPV afin de pallier en fait aux dysfonctionnements qu'ils peuvent présenter. Désormais, on compte 1514 quartiers qui sont situés dans 859 communes et le zonage qui a été fait
repose sur un seul critère. Précédemment, sur les zones urbaines sensibles, il y avait une multiplicité de critères. En 2014, un seul critère a été retenu, c'est le revenu médian par unité de consommation, qui est de 11 500 €. Donc, chaque QPV appartient à un contrat de ville. Le contrat de ville, on y reviendra plus tard, va permettre de mobiliser l'ensemble des partenaires institutionnels pour intervenir sur ces quartiers. Aujourd'hui, on compte 435 contrats de ville pour ces QPV. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, on voit la carte qui démontre où sont situés ces QPV. Ils sont un peu partout sur le territoire national. Le seul département, c'est la Lozère, et le seul qui n'a pas de QPV aujourd'hui. Slide suivante. Donc, pour résumer, les quartiers prioritaires, c'est un critère unique, donc le revenu médian, comme je disais, de 11 500 € par ménage. Des quartiers prioritaires qui sont situés en grande majorité dans les grands pôles urbains, mais également dans les centres anciens dégradés, les bassins miniers et des villes moyennes. Sur cette slide, ça représente à peu près 5,5 millions d'habitants. Sur cette slide, on peut voir également la place de l'outre-mer dans les QPV, donc 218 QPV, 57 communes concernées en outre-mer, et ce qui représente environ 600 000 habitants concernés dans les QPV. Alors, quel profil on trouve dans ces QPV? C'est 38% des habitants qui ont moins de 25 ans, donc une population plutôt jeune, contre 30% sur le territoire national. 24% des ménages sont des familles monoparentales, contre 15% à l'échelle de la France. Un vieillissement de la population qu'on constate de manière générale sur le territoire, mais qui est un peu plus important dans les QPV. Mais c'est également des difficultés socio-économiques qui marquent ces QPV. C'est un taux de chômage plus élevé, une typologie de l'emploi différente avec une surreprésentation des CSP dites défavorisées, une forte population qui n'est pas diplômée et de nombreux emplois précaires. Il faut savoir que 74% des résidents en QPV bénéficient d'au moins une prestation de la CAF, contre 48% sur le reste de la population française. Donc, des difficultés socio-économiques qui apparaissent très clairement. Je vous disais tout à l'heure que les QPV sont encadrés par ce qu'on appelle les contrats de ville, donc qui sont des contrats qui ont été signés 2014-2015 suite à la loi Ville. Et l'idée de ces contrats de ville, c'était de pouvoir rassembler tous les dispositifs et de droit commun et des dispositifs spécifiques des différents ministères, des organismes d'État et des associations pour œuvrer dans ces QPV. Alors, la politique de la ville, elle est au cœur du pacte républicain et c'est une des réponses aux fractures sociales et territoriales. Elle se veut une politique transversale, interministérielle, comme je disais, et surtout multipartenariale, puisqu'elle ne peut pas se faire sans l'aide des collectivités, le partenariat des collectivités territoriales, mais également des organismes d'État et des associations. Donc, elle s'appuie. Ça a été une des grandes nouveautés de la loi Ville, de la loi de 2014, c'est vraiment de permettre l'expérimentation dans les QPV et surtout une participation très forte des habitants, avec entre autres la mise en place des conseils citoyens. Alors, comme je disais, l'idée c'est d'aller chercher les politiques de droit commun et de mettre aussi en place des dispositifs avec des moyens spécifiques pour ces QPV. Un des exemples, c'est le nouveau programme de renouvellement urbain qui a un budget de 12 milliards. Alors, ce programme, lui, il intervient sur les 1514 QPV, 480 quartiers ont été définis comme pouvant bénéficier du nouveau programme de renouvellement urbain. Donc, parmi les 1514 quartiers, un autre critère est venu pour les définir, c'est les dysfonctionnements urbains les plus importants.
Donc, 216 quartiers sont d'intérêt national et 260 quartiers d'intérêt régional vont bénéficier de ce nouveau programme et qui est des projets intégrés puisque sont touchés dans ces projets le cadre de vie, les écoles, le logement et une grosse partie, ce sont des opérations d'aménagement et qui vont vraiment avoir une grande ampleur et c'est une opportunité pour ces quartiers pour repenser tout ce qui est tramviaire et donc également toute la structuration des mobilités dans ces quartiers. Et c'est l'émergence aussi pour nous à travers ce programme du développement des mobilités actives et éco-responsables qu'on voit fleurir un peu partout. Une autre politique, on va dire spécifique, c'est les contrats d'objectifs qui ont été signés entre le ministre de la Ville et le ministre des Transports pour avoir dans les politiques de transport vraiment un focus QPV qui va porter tant sur la connaissance des conditions de desserte, l'amélioration également de la desserte des transports collectifs, mais également de manière générale le développement des services à la mobilité qui pourront bénéficier aux habitants des QPV. Donc ça rentre dans les contrats d'objectifs. Il y en a eu 2 qui ont été signés et dont le deuxième s'est terminé en 2020. Et enfin, la direction déléguée à la politique de la ville a des actions propres dans les QPV. Et concernant les mobilités, elle accompagne, alors là, surtout sur des associations, donc tant au niveau national qu'au niveau local. Actuellement, elle accompagne des associations sur le développement des plateformes de mobilité, également sur des solutions de financement individuel, c'est-à-dire que par le microcrédit, des associations qui accordent des microcrédits, c'est l'accès à la voiture et également pour pouvoir faire à travers des garages solidaires, faire réparer son véhicule et être plus autonome dans sa mobilité. Et c'est aussi le lien avec l'accès à l'emploi que permet cet accompagnement. Et plus récemment, on s'intéresse à tout ce qui concerne les mobilités actives, l'accès au vélo, la marchabilité dans les quartiers prioritaires. Je disais, on repense et on retravaille sur les trams, des tramviaires. Donc, c'est aussi l'occasion de repenser pistes cyclables et marchabilité. Et donc, ça, c'est accompagné au sein de l'ANCT par 2 dispositifs. Un dispositif qui est pluriannuel qu'on appelle Tremplin Asso et un autre dispositif qui, lui, est annuel, un appel à projet dans le cadre d'un partenariat national avec les associations. Je vous repasse la main, Francis. Francis, on ne t'entend pas. Si je réactive le micro, ce sera plus simple. Désolé, merci donc à Fleur-Émile pour ce portrait, je le disais, très complet des quartiers prioritaires de la ville. Et je répétais donc sans micro à tous les participants, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet Q et R qui est en bas de l'écran. Pierre Taillant se chargera de transmettre ensuite vos questions aux intervenants. Intéressons-nous maintenant, et Fleur a commencé à le faire en lien et en liaison à cette question de la mobilité des habitants de ces quartiers. Quelques clés de lecture maintenant pour mieux comprendre les spécificités de la mobilité dans les QPV, la vision des habitants et puis ce lien aussi intrinsèque entre mobilité et urbanisme. Nicolas Juste, bonjour. Vous êtes ingénieur doctorant au CEREMA. Vous êtes l'auteur d'une étude publiée en 2019 dans laquelle vous avez analysé la mobilité des habitants de ces quartiers prioritaires de la ville. Quelles sont les caractéristiques de la mobilité dans ces quartiers ? Et alors, la présentation que je vais vous faire se fera en 2 temps. Tout d'abord, je vais utiliser cette étude que vous venez de citer pour présenter quelques chiffres caractéristiques de la mobilité des habitants des QPV et en cerner les spécificités. Dans un deuxième temps, ce que je vais essayer, c'est de donner des références permettant de comprendre pourquoi l'amélioration de cette mobilité constitue un enjeu.
Ce que vous voyez ici, c'est concernant l'étude. Elle a été réalisée sur la base de 33 enquêtes ménage-déplacement qui ont été réalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. On est sur un échantillon de taille assez conséquente puisqu'on travaille sur 180 000 personnes enquêtées, dont 13 000 qui résident en QPV. Diapo suivante. D'abord, ce qui ressort, c'est que le taux d'immobile, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne s'est pas déplacé le jour considéré par l'enquête, est beaucoup plus élevé en QPV. On a 3 points de plus, par exemple, sur 3 unités urbaines, 3 types d'unités urbaines, de personnes qui ne sont pas déplacées. Et quand bien même ces personnes se sont déplacées, les habitants des QPV tendent à réaliser un peu moins de déplacements qu'un habitant d'un autre quartier. C'est le graphique en haut à droite. Mais cette différence est moins prononcée. On est sur moins 0,3 déplacements par jour. Globalement, on peut tout de même dire qu'un habitant d'un QPV se déplace moins qu'un habitant d'un autre quartier, un peu moins. Mais il est important de nuancer tout de suite cette moins de mobilité, car en effet, si on regarde le budget temps, c'est en bas à gauche, on s'aperçoit qu'un habitant d'un QPV passe autant de temps au cours d'une journée à se déplacer qu'un habitant d'un autre quartier. En revanche, même s'il y passe autant de temps, il parcourt des distances beaucoup plus faibles, surtout dans les plus petites unités urbaines. À Paris, la différence est beaucoup plus faible. De fait, il est beaucoup plus exact de dire que les habitants des QPV se déplacent moins vite plutôt que de dire qu'ils sont moins mobiles. Et cette moindre vitesse est traduite par des distances plus faibles et, dans une moindre mesure, moins de déplacements. Diapo suivante. Alors, pourquoi sont-ils moins rapides ? Bien, c'est avant tout lié à un usage différent des modes de transport, en particulier l'usage de la voiture. Le taux de personnes qui possèdent le permis est inférieur d'environ 25 points, quelle que soit l'unité urbaine, dans les QPV. Et le nombre de voitures possédées par ménage est nettement inférieur également. Ici encore, cette différence est moins prononcée à Paris, où il est plus courant de ne pas avoir de voiture que l'on réside en QPV. En fait, si on regarde le graphique en bas à gauche, c'est le nombre de déplacements réalisés en voiture qui constitue la principale différence entre habitants des QPV et habitants des autres quartiers. Or, à Paris, l'usage de la marche et des TC est répandu, quel que soit le quartier. Alors qu'ailleurs, la voiture est le mode le plus souvent utilisé par les habitants des autres quartiers, alors que c'est la marche le mode dominant des habitants des QPV, ces autres unités urbaines. Les TC sont également plus utilisés, mais le premier mode, ça reste la marche. Ceci peut expliquer pourquoi on parle parfois d'enfermement des habitants des QPV dans leur quartier, et leurs déplacements plus locaux à pied. Sur le graphique en bas à droite, enfin, on peut commencer à voir un peu les conséquences que peuvent avoir un quotidien sans voiture. Ce que vous voyez, c'est les déplacements domicile-travail. Pour ces déplacements, sauf encore une fois à Paris, la marche et les TC ne compensent plus du tout le faible usage de la voiture. À Paris, les TC sont dominants pour les déplacements liés au travail et les différences entre quartiers sont plus faibles. Alors que dans les autres unités urbaines, où la voiture est dominante, la différence en total de déplacement domicile travail est très prononcée. D'ailleurs, c'est dans les plus petites unités urbaines qu'on observe les plus forts taux de chômage au sein des QPV. Il est tentant d'y voir un lien. Diapo suivant. 2. Donc ça, c'est un premier constat. Les habitants des QPV se déplacent moins vite, principalement en lien avec un usage plus faible de la voiture. Mais après tout, pourquoi est-ce un problème ? La mobilité n'est pas une fin en soi. Eh bien, parce que cette moindre mobilité n'est pas choisie, mais subie. Faible accès à la voiture qu'on vient de montrer, mais on pourrait y ajouter tout un tas d'autres facteurs qu'on trouve dans la littérature. Donc, l'avènement de certains quartiers, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. La capacité à utiliser un vélo qui serait plus faible. Parfois même des difficultés avec la langue française, mais en fait, le principal frein, il est d'ordre financier. Tout cela se traduit par une capacité moindre à être mobile, ce que Vincent Kaufmann appelle la motilité. Or, ce différentiel de motilité serait source d'exclusion sociale, d'après beaucoup d'auteurs, car ceux qui sont dotés d'une plus faible capacité de mobilité éprouvent de plus grandes difficultés à accéder aux activités et aux services qu'ils auraient besoin. Uri développe un concept intéressant. Il dit que pour participer à la société, un individu doit pouvoir créer et entretenir des réseaux sociaux de travail, familiaux, de loisirs. Et plus les nœuds de ce réseau sont dispersés, plus il est nécessaire d'avoir une forte capacité de mobilité pour pouvoir les entretenir. Ça paraît trivial, mais c'est fortement éclairant pour plusieurs choses. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui des relogements dans le cadre de l'ANRU.
Parfois, un relogement qui serait réalisé ne serait-ce que 2 rues plus loin peut complètement bouleverser l'organisation des réseaux de personnes qui disposeraient d'une faible motilité. Or, le problème, c'est que cette motilité est très difficile à appréhender puisqu'elle est propre à chaque individu et ne dépend pas uniquement de l'organisation des transports. L'autre exemple que je voudrais développer, c'est celui de l'accès à l'emploi. Diapo suivante et diapo suivante. Je fais l'impasse. On l'a vu rapidement précédemment, la mobilité à l'emploi est plus faible pour les habitants des QPV, notamment à cause de la dominance du mode automobile. Alors, si on suit la logique du risque, on voudrait voir maintenant, c'est qu'en est-il de la dispersion des nœuds du réseau emploi? Et là, il s'avère que pas de chance, dans les grandes agglomérations en France, là vous avez l'exemple de Lille sur la carte que je vous ai mise, mais c'est vrai pour toutes les autres pour toutes les agglomérations françaises, l'emploi a eu tendance à se disperser en périphérie de plus en plus, particulièrement les emplois peu qualifiés. Pour les cadres, tout va bien. Les actifs sont, entre guillemets, les actifs sont fortement concentrés au niveau de la ville-centre, et c'est également le cas des emplois. C'est même encore plus fort pour les emplois. Pour les ouvriers, si c'est cet exemple-là, mais c'est pas aussi pour les employés, il est beaucoup plus difficile d'identifier une centralité claire pour les lieux de vie des actifs. Et c'est encore moins net pour ce qui est des emplois qui ont tendance à être fortement dispersés. Or, cette dispersion des emplois non qualifiés les rend difficilement accessibles autrement qu'en voiture. On parle de spatial mismatch, c'est-à-dire un mauvais appariement entre lieu de vie et lieu d'emploi des individus précaires. Les auteurs préfèrent parler de modal mismatch, parce que ce qui est important, ce n'est pas la distance entre eux, c'est que d'un côté, on a des individus précaires qui ont un accès à la voiture qui est réduite, et de l'autre, des emplois qui sont implantés dans des lieux qui sont faiblement desservis par les TC, et de fait difficiles à desservir par les transports collectifs. Donc le problème est inextricable. Pour accéder aux emplois, il faut une voiture, et pour avoir une voiture, il faut avoir un emploi, pour caricaturer. Faut-il en conclure pour autant que seul le développement de l'usage de la voiture est à même d'améliorer l'employabilité des habitants des QPV? L'interrogation est légitime. Est-ce à eux de supporter le poids de la réduction des externalités liées à la voiture? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Une citation que j'aime bien de Crozet et Joly qui dit que si la ville pédestre se devait d'être ramassée sur elle-même pour que chaque point soit accessible à pied, la ville automobile étant le tissu urbain jusqu'à le mettre en pièces. En fait, la difficulté, c'est que les transports ont une influence directe sur l'occupation du sol, la localisation des ménages, la localisation des emplois. Alors oui, à court terme, la voiture est une solution pertinente pour améliorer le sort, entre guillemets, des habitants du QPV. À long terme, c'est plus contestable. De nombreux travaux, je citerai juste par exemple Farber et Paez, montrent que la démocratisation de l'automobile, qu'on a connue au cours des 50 dernières années, n'a absolument pas amélioré l'accessibilité aux lieux d'activité, mais au contraire contribué à leur dispersion. Les gains de temps sont convertis en gains de distance, et car la recharge d'un foncier à Bakou finit toujours par l'emporter. Donc, dans le pire des scénarios, le développement de l'usage de l'automobile dans les QPV n'aurait que perpétuer la source même des difficultés d'accès à l'emploi, puisqu'elle contribuerait à disperser encore davantage ces emplois. Plus de condamner les habitants à maintenir un accès à l'automobile dont les coûts sont souvent difficiles à soutenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la solution n'est pas triviale. Et c'est sans doute ce qu'il faut retenir, en fait. Car il ne s'agit pas uniquement de développer l'offre et les services de mobilité dans les quartiers, mais aussi, cela nécessite d'interroger l'organisation même de nos villes, et notamment l'implantation des services, des emplois qui pourraient intéresser ces personnes. Et même si les solutions ne sont pas triviales, je suis sûr que nous pourrons concerter dans la suite de ce webinaire. C'est pour moi. Merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces éléments de lecture et toutes ces informations et ces chiffres. Pierre Taillant, c'est le moment peut-être de faire écho des questions qui sont posées par les participants à nos intervenants. Y en a-t-il? Oui, nous avons deux questions sur les onglets et sur le chat. Une première question qui nous vient de Guadeloupe d'ailleurs, ce qui est intéressant. Donc, on nous écoute depuis la Guadeloupe et on peut les saluer. Et qui demande ça s'adresse, je pense, à Fleur-Émile, en plus de l'accompagnement aux associations, est-ce que l'ANCT propose un accompagnement pour les territoires qui souhaiteraient développer des solutions de mobilité solidaire? Si oui, quel est l'interlocuteur à contacter? Alors, effectivement, hein, au niveau du territoire, on est vraiment très attentif hein, à voir développer des projets autour de la mobilité solitaire. Il faut vous rapprocher du délégué du préfet
pour présenter votre projet afin qu'il soit après remonté par le préfet au niveau national et que l'on soit sollicité par l'intermédiaire du préfet. Très bien, merci. On a une deuxième question qui porte sur le Grand Paris, qui nous demande est-ce que le réseau de transport du Grand Paris prévu pour 2026 a-t-il été dessiné en tenant compte des QPV? Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse sur ce point. Pas forcément d'ailleurs parmi nos deux intervenants qui viennent de présenter leurs éléments. En tout cas, pour ma part, ce que je peux dire à ça, c'est que ça fait partie effectivement des arguments qui sont avancés en faveur du Grand Paris. C'est qu'il est prévu pour permettre participer au désenclavement des quartiers en permettant notamment les déplacements en transport en commun de la périphérie vers la périphérie, qui sont les déplacements les plus difficiles à effectuer en transport en commun. Qu'en est-il réellement? Il y a tout un tas de travaux de recherche qui ont été faits et commandés justement dans le cadre de la réalisation du Grand Paris pour essayer d'en identifier les effets réels sur la diminution du chômage du PV de la ville de Paris. Malheureusement, les conclusions de ces recherches, je ne les sais pas ici, donc je ne pourrais pas en parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie réflexion qui est menée autour de cette question. Merci. Merci Nicolas, merci Pierre. On va poursuivre maintenant en ouvrant notre seconde séquence Agir, qui a pour objectif de donner à voir maintenant quels sont les leviers et les solutions qui favorisent la mobilité des habitants et des quartiers prioritaires. Quels leviers d'action faut-il mobiliser? À quelle échelle agir? Quel rôle pour les transports collectifs ou encore quelle place pour les modes actifs? C'est ce que nous allons décortiquer avec vous. Arthur Lemoyle, vous êtes responsable des affaires institutionnelles à la direction des affaires publiques chez Transdev. Bonjour. Vous avez mené en collaboration avec France Urbaine et la DCF une étude qui est sortie en janvier 2021, Quartiers populaires et politique de mobilité, enjeux et retour d'expérience locale. Quels sont, selon vous, et à la lumière des conclusions de cette étude, les leviers d'action à mobiliser? Merci Francis, bonjour à tous. Alors, si je peux me permettre simplement de faire un tout petit historique sur cette étude. En fait, lors de la signature du pacte de Dijon avec le Premier ministre à l'été 2018, les associations d'élus que sont la DCF et France Urbaine ont inscrit les mobilités comme un levier structurant et transversal pour le développement des territoires et en ont fait l'une des trois grandes politiques publiques de la responsabilité des communautés et métropoles, au même titre par exemple que le développement économique ou que le renouvellement urbain. Dès lors, pour agir sur les mobilités du quotidien dans les quartiers politiques de la ville, quartiers populaires, il fallait s'accorder sur le fait que l'action publique, elle ne se résume plus en fait à leur simple désenclavement par des lignes structurantes de transport en commun. Et c'est tout l'enjeu de cette étude exploratoire qu'on a menée auprès d'une dizaine d'intercos qui visait à démontrer que les réponses, elles sont à trouver déjà à l'échelle des bassins de mobilité et donc se replacer dans le spectre de la loi d'orientation des mobilités. Elles sont à trouver en coopération et en coordination avec tous les acteurs du territoire. Et puis, il y a des sujets personnels et individuels à traiter. On a donc pris 4 enjeux majeurs et traité ces enjeux-là, à savoir le fait que cette indispensable étape de la poursuite du désenclavement des quartiers est importante, mais ça ne suffit plus à répondre aux enjeux de désenclavement. Et Nicolas en parlait tout à l'heure sur les besoins spécifiques des personnes qui habitent dans ces quartiers en termes d'emploi, qui ont souvent des horaires décalés et qui vont chercher en périphérie très souvent leurs emplois. On a aussi le sujet des mobilités actives qui constituent aujourd'hui une solution concrète. On parle de la marche à pied qui est subie et déjà très pratiquée aujourd'hui, mais qu'il faut forcément réfléchir, transformer et sécuriser. On a les modes actifs comme le vélo qui peuvent paraître simples pour beaucoup en apparence, mais pour lequel il faut
retrouver une valorisation sociale et accentuer la pratique parce que c'est pas inné. Le deuxième levier, c'est le sujet des freins, les freins physiques, les freins cognitifs, les freins psychologiques, culturels et financiers. Pour lutter contre l'enclavement des habitants des quartiers, ça passe par la connaissance de l'offre, par la capacité de lire et de décoder un plan, se repérer dans l'espace. Il y a aussi le sujet des freins psychomoteurs, le fait d'apprendre aux gens qui habitent dans ces quartiers à improviser selon une situation dégradée dans les transports en commun ou pour effectuer de nouveaux trajets. Il y a aussi le sujet de l'électronisme qu'on oublie trop souvent avec la révolution numérique des mobilités. Enfin bref, beaucoup de freins qu'il s'agit de lever. Sans parler bien sûr du fait de rendre accessible à tous financièrement les solutions de mobilité. Et là, je parle de tarification sociale ou solidaire, en remédiant et en pensant le non-recours au droit. Le troisième levier, et là je serai plus concis puisque Nicolas en a parlé juste avant moi, c'est le sujet de lier et de penser synonyme entre mobilité et parcours vers l'emploi. Le laboratoire de la mobilité inclusive en 2017 a réalisé une enquête qui faisait état de 28% des Français en insertion qui ont abandonné un travail ou une formation faute de pouvoir s'y rendre. On sait que près d'un Français sur 5 déclare avoir déjà renoncé à se rendre à un entretien d'embauche parce qu'il était compliqué ou trop chronophage de s'y rendre. Donc, il y a une nécessité d'établir des diagnostics de mobilité individualisés afin de prendre en considération en fait, toutes les particularités de chaque projet professionnel. Et puis, pour les conseillers emploi et insertion, de connaître les solutions de déplacement existantes sur un territoire, les nouvelles, les alternatives, etc., et de les proposer lors de leurs entretiens. Puis enfin, le dernier levier, c'est le sujet de la coopération et de la coordination entre les acteurs. Et là, en se plaçant donc, dans le spectre de la loi d'orientation des mobilités, qui, grâce aux bassins de mobilité qui vont être identifiés, aux contrats opérationnels de mobilité entre les acteurs qui vont être signés, doivent permettre de penser de nouveaux espaces de coordination, des espaces et des terrains de jeu qui obligeront les acteurs à élaborer un plan de mobilité solidaire. Et ce plan, il aura pour objectif de rassembler tous les acteurs de la sphère sociale, de l'emploi, de l'insertion et de la mobilité autour d'enjeux majeurs et communs. L'objectif, c'est d'agir de concert et en bonne intelligence. Aujourd'hui, pour conclure, en fait, on se trouve à une période qui fait coïncider le temps de la relance, la mise en œuvre de dispositions nouvelles, donc introduites par la LOM, la loi climat et d'autres, et puis les nouveaux mandats politiques qui viennent de s'ouvrir ou qui vont arriver. Et cette convergence des calendriers, il faut s'en saisir comme une opportunité et permettre d'inscrire en fait, à l'agenda des projets de territoire tous ces enjeux de mobilité des habitants des QPV de manière transversale. Voilà, si je pouvais résumer les quatre enjeux, 4 leviers qu'on soulève dans cette étude, dans une partie, et puis dans l'autre partie, on relève les bonnes pratiques, ce qu'on considère comme les bonnes pratiques mises en lumière dans les 10 territoires explorés. C'est ça, avec 10 retours d'expérience. Peut-être pour préciser, Arthur, hein, dans la poursuite du désenclavement des quartiers, il est vraiment précisé dans l'étude que desservir par des lignes de transport collectif les quartiers populaires ne suffit plus à répondre à cet enjeu du désenclavement. Effectivement, en fait, la problématique rencontrée par de nombreux habitants des quartiers, c'est d'avoir accès à l'offre, certes, mais en fait, c'est tôt le matin, tard le soir, la nuit, les week-ends, le dimanche, pour faire du premier, du dernier kilomètre. Et en fait, ils ont besoin d'avoir accès à des emplois qui sont en horaire décalé, le gardiennage, le ménage, l'aide à la personne, les 3-8 et j'en passe. En fait, des axes structurants de TC ne suffisent pas s'ils ne sont pas adaptés, et ce qui est très difficile à faire. D'où le sujet du développement et de l'acculturation aux mobilités actives, faire en sorte que la marche à pied, qui est déjà très pratiquée, donc soit plus subie et pratiquée par défaut, mais véritablement un enjeu majeur, notamment de sécurisation des parcours piétons. Et puis le sujet du vélo,
ça nécessite forcément un aménagement de l'espace, de la voirie, des formations et puis une revalorisation sociale de cette pratique. Merci beaucoup, Arthur Lemoyle, pour toutes ces précisions. Faisons justement maintenant un premier focus sur les transports publics. Comment sont-ils perçus dans les QPV? Comment sont-ils utilisés? Quelle tarification? Parole à deux territoires, Toulouse puis le Pas-de-Calais. Commençons avec Toulouse. Bonjour Noémie Vuaya, vous êtes directrice pilotage et attractivité du réseau Tisséo Collectivité, syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine. Votre territoire compte, je crois, 16 quartiers prioritaires de la ville sur 4 communes, dont 12 à Toulouse. Ça concerne à peu près 60 000 habitants. Quelle initiative, quelles actions mettez-vous en place pour desservir ces quartiers et plus globalement, quel rôle jouent en la matière les transports collectifs? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, en effet, c'est même un peu plus que 16, c'est même 18 parce que Tisséo Collectivité, ce n'est pas que Toulouse Métropole, c'est Toulouse Métropole, plus deux autres communautés d'agglomération que sont le Sicoval et l'agglomération du Murtin. Et non, sur le Murtin, à Muret, nous avons deux QPV. Peut-être passer la slide. Ce qui est important, c'est que déjà, dès les documents de planification, ces éléments doivent être identifiés. Et donc, le projet mobilité 2020-25-30 avait fait l'objet d'ateliers spécifiques, notamment avec l'agence d'urbanisme, avec comme action principale, une des actions en tout cas principales, qui était de bien identifier ces QPV et leurs dessertes. Ce qui finalement était le cas depuis pas mal d'années, puisque Toulouse fait partie des premières villes avec leur métro qui sont allés mettre un métro justement dans les QPV dès 93 avec la ligne A sur le QPV du Grand Mirail. Alors, je ne suis pas hors Île-de-France, évidemment, hein, quand on parle des premières villes à mettre un métro dans les QPV. Mais l'important, c'était dans ce qui a été identifié dans ce projet mobilité 20-25-30, et d'ailleurs, c'était très clairement expliqué par Nicolas juste tout à l'heure, c'est que c'est pas tout d'aller les desservir, il faut les rabattre ensuite vers les zones d'emploi qui, elles, ne sont pas forcément en centre-ville, en tout cas dans les zones centrales et plus en périphérie. Et aujourd'hui, notre réseau structurant, vous allez le voir, il n'est pas tout à fait fait comme ça. Et l'objectif, c'est effectivement d'aller à horizon 2030 créer cette fameuse troisième ligne de métro dont l'objet est d'aller desservir les principales zones d'emploi. Et effectivement, c'était identifié. On était un réseau, on va dire, connu pour être un réseau gratuit. Toulouse sert beaucoup de gratuité, mais pas forcément des gratuités justes. C'est-à-dire pas forcément avec des justifications qui étaient liées aux ressources, mais plutôt par catégorie. Voilà. On était âgé, donc on avait le droit à la gratuité. On était handicapé, donc on a le droit à la gratuité, mais pas forcément lié à des systèmes de ressources. Donc depuis 2017, on en parlera tout à l'heure, il y a eu des choses mises en place. Peut-être on peut passer la slide d'après, qui indique effectivement, j'en parlais avec les QPV principaux. Ce qu'on voit, le central, les normes, c'est le Grand Mirail, hein, c'est le principal, on va dire. Et puis effectivement, on a plusieurs sur le territoire métropolitain. Et les deux petits qu'on voit en bas, le long de la Garonne, c'est ceux de Muret. Voilà. Donc en tout, ça fait à peu près 65 000 habitants et à peu près 8%, effectivement, 8,5% du territoire. C'est la slide d'après, qui montre, je crois, la manière dont aujourd'hui est fait notre réseau structurant. Alors, on parle de réseau structurant parce qu'on en a aussi parlé précédemment. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir une ligne de bus classique, c'est bien d'avoir une ligne de transport en commun qui fonctionne sur une grande amplitude d'horaire, tôt le matin, tard le soir, les week-ends, et une forme d'évidence que ce service est toujours là. On voit en rouge la ligne A, et donc la desserte du Grand Mirail, avec la ligne qui vient effectivement bien desservir l'ensemble du quartier. Et puis la ligne B, qui, elle, c'est la ligne jaune du nord au sud, qui dessert plusieurs QPV, et qui d'ailleurs, l'itinéraire a bien été tracé pour cela. On voit le quartier en Palo. Alors, le quartier en Palo, c'est le plus petit rond qui est, une fois de plus, au bord de la Garonne, près de Lille, la grande île du Ramier. Là, c'est un gros quartier en Palo, et la ligne B vient faire un détour exprès pour venir desservir celui-là, puis le quartier Sauzlon-Rangueil, qui est un peu plus au sud.
en plus des lignes A et B, nous avons le tramway qui est plutôt fait pour… Alors, pardon, ça, c'était la slide d'avance, vous pouvez revenir dessus. On a le tramway, effectivement, qui dessert peu les QPV, mais qui dessert une partie de la zone d'emploi, l'aéroportuaire. Et puis, ce qu'on appelle chez nous les linéos, qui sont les lignes un peu express, enfin, pas express, les lignes, on va dire, entre le BHNS et une ligne de bus classique, qui sont des lignes à des itinéraires un peu réguliers, très directs. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont la même amplitude qu'un métro. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent très tôt le matin, très tard le soir, y compris les week-ends. Au final, on a aujourd'hui 90% de la population qui est desservie par ce qu'on appelle le réseau structurant. Quand on prend la slide d'après, on montre effectivement le projet mobilité, c'est-à-dire on va dire les lignes qui vont sortir dans les années à venir. Alors, important, c'est effectivement cette ligne qui est en pointillé vert, qui est l'itinéraire de la 3e ligne de métro, qui, vous le voyez, ne desservira pas spécifiquement des grands QPV. En revanche, alors on voit, c'est pas très bien identifié sur ma carte, j'ai pas la main sur la souris, mais si vous voulez, en haut, au nord-ouest, on aura la desserte de la grosse zone aéroportuaire, notamment Airbus, hein, donc là, on a à peu près 90 000 emplois. Et puis, de la même manière, au sud-est, toute la zone qui a l'air d'être en fait dans les champs, ce n'est pas dans les champs, c'est la beige, et c'est la zone plutôt Airbus côté aérospatial, avec une grosse zone d'emploi, que ce soit industriel ou de service. Ce qu'on voit en orange, ce sont la suite de nos projets linéaux. Donc, on a 3 à venir dans les années prochaines. Toutes viennent renforcer la desserte des QPV. Donc, bon, c'est pas énorme. On monte à 94%, alors qu'on est à 90%. En revanche, on vient mieux desservir les zones d'emploi. Et c'est tout l'intérêt de ce projet mobilité. Si on prend la slide d'après, voilà, ça vient un peu dire ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, j'ai zoomé sur un des QPV qui est Bagatelle, hein, qui est le nord de ce grand QPV, d'un Grand Mirail, où ce qui était important, c'était d'identifier évidemment l'accès notamment aux zones d'emploi. Et ce qu'on disait, c'est que les 40% des emplois de la grande agglomération toulousaine, c'est-à-dire à l'échelle du scope, c'est vraiment très très large, sont finalement à moins de 20 minutes de ce quartier Bagatelle, depuis que la ligne du métro a été construite. Et si on prend à 30 minutes de déplacement, on est à 84% des emplois. Voilà, donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2016-17 déjà. Après, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, et ça a été très justement précisé, aujourd'hui, l'influence du métro, il est certes évident, mais il est limité par plein d'éléments qui, dont on n'a pas la main, clairement, hein, l'urbanisme et l'aménagement urbain. En tant que syndicat mixte des transports, nous n'avons pas la gestion de la voirie. En revanche, il faut qu'on accompagne, et on travaille beaucoup avec Toulouse Métropole ou avec les gestionnaires de voirie sur l'arrivée de ces lignes structurantes dans les quartiers. Si on prend la slide d'après, par exemple, on a une fois de plus zoomé sur Bagatelle. Ce qu'on constate, c'est que finalement, on a des discontinuités piétonnes. On parlait tout à l'heure de l'importance des mobilités actives, notamment la marche à pied, qui sont hyper fortes dans ces quartiers qui ont quand même été construits au moment du tout automobile. Et si on reprend l'idée du Mirail, du Grand Mirail ou de Bagatelle, on est très, très, très accessible à la voiture. Hein, c'est-à-dire que c'est des énormes ronds-points qui viennent desservir ces quartiers magnifiques, avec des ronds-points à 2 fois, voire 3 fois une voie. En revanche, dès qu'on est à pied, on se rend compte que c'est très compliqué. Et parfois, alors qu'on est à 300 ou 400 mètres à vol d'oiseau d'une station de métro, il faut plus de 10 à 15 minutes de marche pour la rejoindre. Et quand on relativise ça aux 20 minutes d'accès aux emplois ou aux 30 minutes d'accès en emploi, c'est finalement énorme par rapport on va dire, au gain que peut apporter le métro. Voilà. Donc, ce travail sur les continuités piétonnes et la perméabilité d'accès aux stations, elle est hyper importante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est en complément, on va dire, de ces lignes de métro structurantes, on a continué à mailler ces quartiers de lignes de bus. Alors là, on en voit quelques-unes en fond d'écran, et on voit qu'elles ont une importance vitale pour ces quartiers, même si ce n'est pas les plus fréquentés. C'est-à-dire que si je prends un exemple, sur le Grand Mirail, on va avoir à peu près 25 000 montées par jour sur les stations de métro qui desservent le Grand Mirail, et j'ai peut-être 4 ou 5 lignes de bus qui aussi maillent ce quartier.
en complément. Et là, j'ai 2000 montées par jour. Donc, il n'y a pas photo. Le métro est évidemment bien plus important. En revanche, ces lignes, dès qu'elles bougent, dès qu'elles disparaissent, dès qu'elles sont en grève, etc., c'est tout de suite, on voit l'importance de ce maillage très fin du réseau, de présence du service public sur le territoire et de la lisibilité qui, d'un coup, disparaît en fait, sur ces quartiers. Peut-être qu'on passe à la slide d'après, pour aller rapidement. Oui, je vous laisse conclure, Noémie. Oui, très rapidement. Alors, on avait effectivement indiqué, ça c'était pour revenir à la slide encore suivante, mais en gros, en rouge, c'est les taux de fraude. Donc, on voit que dans les quartiers qui sont, dans les stations qui sont desservies par la ligne de transport public, on a évidemment des taux de fraude plus importants. On peut passer à la slide d'après, ce qui nous a conduit à réfléchir de manière très claire à une tarification sociale et solidaire qui n'a pas été simple à mettre en place, pour plein de raisons, évidemment. D'arrêter la gratuité systématique fait peur, mais par contre, grand succès d'étendre la cible, que ce soit aux demandeurs d'emploi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et d'instaurer effectivement un niveau de ressources pour accéder à ces tarifications. Donc, vraiment, on a rendu les tarifs moins chers, mais moins systématiques et ouvertes à d'autres catégories, y compris des demandeurs d'asile, et on travaille notamment sur les aides médicales d'État, etc. Un gros travail qui est fait, alors par Tissot Collectivité, mais également par Voyageurs, sur l'aide aux associations qui sont présentes dans les quartiers, d'accompagnement à la mobilité, avec des tarifs adaptés à chaque fois, qui sont travaillés en partenariat avec ces associations pour les inciter et les aider à faire découvrir le réseau de transport et accompagner les voyageurs sur le réseau de transport. Merci beaucoup, Noémie Juaya, pour toutes ces précisions. On reviendra peut-être avec des questions un peu plus tard de la part des participants. Direction maintenant, si vous le voulez bien, les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais avec vous, Jean-Christophe Géhin. Vous êtes directeur général de Tadao à Lens. Vous menez actuellement 3 expérimentations dans 3 quartiers prioritaires de la ville de votre territoire. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette démarche de co-construction ? Tout à fait, avec plaisir. Juste une petite précision pour commencer. Donc, je ne travaille pas directement pour le syndicat mixte Artois-Gohelle. Je n'aurais pas créé un problème avec mon homologue très sympathique, Fabrice Sirot, qui dirige ce syndicat, avec lequel je m'entends très bien jusque-là. Je ne voudrais pas que ça se gâte à cause de vous. Mais donc, pour sortir de la plaisanterie, je travaille évidemment sur ce terrain du syndicat mixte Artois-Gohelle en tant que directeur de la société exploitante de ce réseau de transport public qu'est Tadao. Absolument. Donc, pour être précis et refermer, voilà, c'est ça, un directeur de Transdev Artois-Gohelle qui exploite le réseau Tadao pour le compte du syndicat mixte Artois-Gohelle. Cette fois-ci, on a tout remis dans le bon sens. Voilà. Alors, donc, pour passer à la première diapo, pour expliquer sur quel territoire on est, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans notre affaire, si j'en crois les chiffres qui ont été dits précédemment, on a 650 000 habitants sur le périmètre Tadao, donc c'est pas difficile de voir que c'est à peu près 1% de la population française, et on a presque 3,5% des QPV sur ce terrain, donc il y en a 46 répartis sur l'ensemble du territoire. Donc on est ici sur le bassin minier du Pas-de-Calais, qui est un territoire en difficulté sociale, certes, donc ça se traduit dans ce chiffre. Donc beaucoup de difficultés qui sont dues, c'est la reconversion des mines, donc c'est important à 2 titres. D'une part parce que ça induit des difficultés particulières au terme d'emploi, de situation sociale. Voilà, donc je ne sais plus ce que je voulais dire sur ce point, mais bon, c'est assez particulier comme territoire. Oui, si un point, c'est que ce sont aussi des cités minières, donc des quartiers qui sont assez particuliers, pas du tout de l'habitat vertical, mais de l'habitat bas, des petites maisons individuelles. Ça n'empêche pas une pauvreté assez importante. Bon. Voilà, donc vous voyez l'ensemble du territoire et un ensemble de QPV qui se relient les uns les autres. Et donc pour nous, c'est 108 000 habitants sur les 650 000, donc on voit une part importante de la clientèle qu'on a à desservir en tant qu'opérateur de transport public. Et évidemment, comme c'est des populations en difficulté, qui ont besoin d'être mobiles et qui ne le sont pas spécifiquement, naturellement, on va le voir, du fait aussi du fonctionnement de ces cités minières qui ont une tendance à vivre
sur des petits périmètres, hein, donc les gens vivent facilement sans sortir de leur cité, pour caricaturer légèrement, mais on sent quand même bien cet état d'esprit. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la mobilité spécifique à ces QPV, et c'est ce qu'on essaye d'attaquer avec notre expérimentation. Donc on voit sur la diapo suivante l'explication générale. Hein. Donc évidemment, il s'agit de rendre la mobilité accessible à tous, c'est notre mission de service public. On a parlé précédemment des freins à la mobilité, de la façon dont ils se posent. Donc c'est vraiment ça qu'on attaque, vraiment en tant qu'opérateur de transport public ou de mobilité en général, par rapport à la situation qui a été présentée précédemment à Toulouse, donc, qui parle de l'offre, qui est vraiment l'apanage de la collectivité, du syndicat mixte en l'occurrence. Nous, on se pose ici, et même si on travaille évidemment en étroite relation avec le syndicat mixte sur ces questions, dans la partie de l'appropriation du réseau de transport par les publics auxquels il s'adresse, à quantité d'offres fixées, évidemment, ce qui n'exclut pas complètement d'avoir des offres complémentaires de mobilité ou des ajustements, mais on ne va pas revoir la structure fondamentale de l'offre dans l'action que je présente ici. Donc, il s'agit de favoriser l'appropriation, évidemment, de voir comment peut se faire l'information, le côté séduction. Et puis, on croit beaucoup et de plus en plus à la partie apprentissage de la mobilité. Je crois qu'Arthur Lemoyle en a parlé tout à l'heure. C'est nécessaire. On considère que la mobilité est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas une compétence naturelle. Certainement qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en la matière qui nous permettront d'avancer pour faciliter la mobilité de tous les publics. Voilà, donc il s'agit de participer à la dynamique territoriale, de faire de la mobilité un point plus fort pour le territoire, de participer par l'accès à l'emploi, par l'accès à la culture, à l'école, à l'ensemble des activités, à réduire la pauvreté, et puis finalement de faire un vecteur de mobilité sociale pour sortir de l'exclusion répétée génération après génération, ce qu'on peut voir parfois ou trop souvent, en tout cas sur notre secteur. Alors, comment on fait concrètement? On le voit un peu plus loin sur la slide suivante. Pour l'instant, on essaye de regarder quelles sont les démarches qu'on peut mener et quels résultats elles peuvent donner. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire 3 POC, 3 expérimentations sur 3 quartiers différents avec une agence spécialisée qui s'appelle POP. On a choisi 3 quartiers pour déjà y en avoir une sur chacune des 3 communautés d'agglomération qui constituent notre périmètre, et puis en essayant d'aller viser des typologies différentes de quartiers, surtout par rapport à la qualité de l'offre qui les dessert. Pour des raisons diverses, les qualités d'offres sont différentes. Sur le quartier de Liévin, à gauche, on a une offre vraiment complète avec une ligne de BHNS qui passe toutes les 10 minutes, qui permet de se déplacer à l'est, à l'ouest. Il y a une bonne desserte aussi en nord-sud. On est en proximité d'agglomérations, enfin de zones urbaines assez actives sur les centres-villes de Lens et de Liévin. Donc on est, vous voulez, vraiment dans le cas classique d'un quartier urbain à 3-4 km d'activité relié par des transports publics assez denses. Donc, on a là une bonne qualité de desserte qui devrait normalement générer une bonne qualité d'usage. Sur le quartier de Rouvroy, c'est à proximité des Nains-Beaumont, dans un quartier plus rural, avec une difficulté là spécifique pour accéder à des zones d'emploi qui sont beaucoup sur la logistique, qui sont beaucoup assez éloignées finalement de l'habitat. Et avec une desserte de transport public qui, compte tenu de la population, de son éloignement, de son caractère presque semi-rural, est moins dense que dans le cas d'avant, avec une ligne principale qui passe toutes les 30 minutes. Et puis sur le cas de Neu-les-Mines, donc sur la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, on a un quartier qui est spécifique dans le fait qu'il a une proximité d'une gare TER importante, et le TER étant aussi une des composantes importantes de notre offre de mobilité. On veut savoir comment les gens réagissent par rapport à ce TER. Bon, voilà, donc 3 quartiers. Et puis donc à la suite, pour la slide suivante, qui est la dernière, on essaye de regarder comment le travail peut se faire. Et donc, pour l'instant, à la suite du travail de terrain qu'on a fait, des premières réflexions qui ont été menées
oui, parce que j'ai oublié de parler sur la slide précédente de comment se parlait la démarche. Pardon, je peux revenir juste en arrière rapidement pour que j'explique Oui, cette démarche de co-construction. la démarche de co-construction qu'on voit en bas, là, avec ces trois carrés rose foncé. À gauche, donc, on voit qu'on est dans une première phase. On a mené une première phase d'immersion. Donc, on va voir sur le quartier comment ça se passe. C'est d'identifier les problèmes, les problématiques, comment c'est exprimé par les usagers, les gens qu'on rencontre dans le quartier, qui prennent ou non le bus d'ailleurs. Ensuite, par rapport à la façon dont ces choses sont remontées, on fait une phase d'idéation, donc c'est-à-dire d'ouverture tous azimuts, de créativité sur les solutions qu'on peut envisager par rapport à la façon dont la problématique est posée, et puis de retenir quelques idées pour faire une phase de test. Donc c'est à ce stade qu'on en est en ce moment, avant d'avoir l'atterrissage. Et donc avec le mix des trois quartiers, on pourra certainement mixer un certain nombre de solutions pour voir si on peut les appliquer ensuite aux autres quartiers, puisque si on en a 46, on en fait 3, là il en restera 43 à explorer, donc il y a quand même pas mal de boulot à faire ensuite. Donc on peut revenir à la slide suivante, du coup, pour dire que sur ces quartiers, on a donc retenu des problématiques qui sont différentes en fonction de leur typologie et de la phase d'immersion. Sur le quartier de Liévin, donc avec cette offre de transport qui est de bon niveau, on avait qu'il y avait vraiment une problématique, on a retenu en tout cas la problématique principale de non-désir de mobilité, donc des gens qui se voient très bien vivre dans leur quartier, ne pas en bouger, tout y trouver. Et donc on cherche des actions là, vraiment spécifiquement pour inciter à la découverte de nos offres de mobilité et de trouver des raisons de se déplacer, des motivations sur les destinations par le jeu principalement. Sur Rouvroy, on voit qu'il y a une problématique principale exprimée qui est celle de la mobilité par rapport à l'emploi. Et donc là, on cherche à expérimenter des modalités de partenariat avec les entreprises, encourager l'intermodalité, les mobilités actives, etc. Éventuellement des systèmes de TAD social, de TAD solidaire, enfin de regarder quels sont les outils de mobilité qu'on peut utiliser pour faciliter les transports, qui sont aussi effectivement en heure décalée bien souvent. Et puis sur le quartier de Neu-les-Mines, près de la gare TER, on a finalement retenu la question des canaux de distribution. On va de lever les freins à la mobilité par rapport à l'accès aux titres de transport, à la billettique, aux abonnés, et voir comment on peut trouver tout un ensemble de solutions pour simplifier les parcours clients, principalement des deux demandeurs d'emploi, sur l'ensemble de ces questions d'accès aux titres de transport qui sont souvent vécues de façon difficile par les usagers. Merci beaucoup, Jean-Christophe Géin. La dernière phase, la phase atterrissage, elle est prévue pour quand ? Ça va être dans les prochaines semaines. D'ici à la fin de l'année, on va commencer à tirer le bilan de tout ça. D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à Pierre pour savoir s'il y a des questions pour nos intervenants avant de continuer cette séquence Agir. Oui, peut-être une question directement d'abord à Jean-Christophe Géin sur cette dernière intervention. Par rapport à l'apprentissage de la mobilité, est-ce que vous réalisez des ateliers ou des actions similaires ? Similaires ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas, il n'y a pas plus d'éléments. C'est la question. Des ateliers, oui, c'est la question. Ateliers ou actions. Oui, on est en train effectivement d'essayer de trouver des bons outils pour faire l'apprentissage de la mobilité. Donc là, on est en train d'utiliser la réalité augmentée, faire des casques d'information, d'essayer de trouver des moyens ludiques et à la fois facilement transposables, utilisable partout pour apprendre facilement la mobilité de façon intéressante, agréable à l'ensemble des publics. Vraiment une action spécifique en la matière. D'accord, merci. Une question peut-être pour Arthur Lemoyle sur la question du diagnostic de l'offre territoriale de mobilité. Comment faciliter ce diagnostic de l'offre de mobilité pour mieux accompagner et conseiller les personnes en recherche d'emploi? Finalement, ça se rapporte au travail de définition des bassins de mobilité, la coopération des acteurs et l'élaboration des plans de mobilité solidaire. Si vous voulez peut-être compléter par votre vision.
Oui, effectivement, ça sera à mettre en regard avec les plans de mobilité solidaire qui devront permettre à tout le monde de se mettre autour de la table. La première ligne, si j'ose dire, ce sont les associations, le secteur associatif qui est sur le terrain. Je pense aux plateformes de mobilité, aux associations qui mettent en place des auto-écoles solidaires, des garages solidaires. Je pense à l'action des opérateurs de mobilité sur l'apprentissage et l'acculturation au réseau et aux mobilités alternatives. Finalement, c'est par l'articulation de tous ces acteurs et de leurs enjeux d'insertion via la mobilité que ça passe. En termes de diagnostic, en fait, on a autant de bonnes pratiques qu'il y a de territoires. Si je devais mettre, par exemple, en lumière l'action qui est mise en place par la métropole de Saint-Étienne et la STAS dans le Forez. Il y a le bus de l'emploi, par exemple, où l'opérateur joue un rôle par la mise à disposition d'un bus dans les quartiers. On vient chercher, enfin, les professionnels de l'emploi et de l'insertion viennent présenter localement les emplois et les solutions et connaissent les solutions de mobilité et les proposent en direct à leur public cible. Merci. Deux autres questions, deux autres remarques sur les solutions. Une première sur le télétravail. Est-ce que le télétravail peut être une des solutions pour accéder, par exemple, à un entretien d'embauche? Alors, peut-être pas pour l'accès à des emplois de niveau qualification assez bas qui ne sont peut-être pas concernés par le télétravail et qui demandent une présence physique. Et également, une question ou une remarque sur le vélo. Une personne doute que le vélo puisse intéresser des personnes qui ont des emplois qui peuvent être très fatigants avec des horaires décalés ou des choses comme ça, et se demande si la solution n'est pas plutôt une adaptation des horaires de transport collectif sur des créneaux plus pertinents. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ces remarques. Je veux bien rebondir sur le vélo pour avoir fait partie de l'équipe qui a enquêté sur la majorité des terrains de l'enquête. Il faut savoir que le vélo à assistance électrique a changé beaucoup de choses dans l'approche et dans ce que ça permet de rapprocher des publics qui étaient loin de la pratique du vélo. Alors effectivement, ce n'est pas à destination de tous les publics, mais quand on parle de vélo à assistance électrique, on ne parle pas d'un vélo qui peut mettre en difficulté si physiquement on n'en est pas capable ou qu'on n'en a pas envie. Ensuite, sur l'adaptation des horaires, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà pensé par les opérateurs. Et d'ailleurs, si on se replace dans le spectre de la LOM, il y a pas mal de sujets comme les arrêts de nuit, par exemple, ou le transport à la demande qui est facilité. Mais je pense qu'il faut se replacer, pour avoir fait partie de cette équipe et avoir audité ou enquêté pas mal, j'ai été assez étonné. J'avais à peu près cette posture et finalement, il y a une appétence pour le vélo à assistance électrique qui est plus forte que ce qu'on pourrait penser. Merci beaucoup. Je pense qu'on posera la question à Sophie Verdelet tout à l'heure, hein, puisqu'on fera un focus sur les mobilités actives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on entame notre second focus, Pierre? Je peux aussi réagir sur le vélo, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Dans certaines enquêtes ménages, il y a une partie qu'on appelle la partie opinion, où certaines questions sont posées aux individus sur plusieurs sujets, et certaines abordent cette question du vélo. Et ce qui ressort, c'est comme frein à l'usage du vélo, parce que c'est un fait, le vélo est encore moins utilisé par les habitants QPV qu'ailleurs. C'est pas tant la question de la pénibilité du vélo qui ressort, c'est comme frein, c'est l'absence de possibilité de le ranger, le vélo. Si vous voulez, si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas
garage, mais que la seule solution que vous avez, c'est de le mettre sur un balcon, ça devient tout de suite une difficulté qui est l'une des causes qui ressort du faible usage du vélo dans les quartiers adultes. Ce qui n'est pas vrai dans les quartiers d'habitat anciens, mais dans les quartiers de logements locatifs sociaux, c'est quelque chose qui ressort. Merci Nicolas Juste pour ces précisions. Je vous propose d'avancer dans notre webinaire avec notre second focus maintenant. On va quitter les transports collectifs pour s'intéresser à la question de la conduite et plus particulièrement à la conduite des jeunes. Pascal Scalier, bonjour madame, vous êtes avec nous, vous travaillez au Secours catholique, vous êtes animatrice de réseau Solidarité, référente mobilité départementale de la Loire. Et vous allez nous parler d'un projet baptisé Permis de réussir. On va parler de conduite supervisée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet que vous avez d'abord mené en milieu rural et puis ensuite dans les quartiers prioritaires de Saint-Étienne Métropole. Racontez-nous. Oui, bien sûr. Donc, Pascal Scalier, je travaille au Secours catholique pour développer des projets sociaux et solidaires. Et aujourd'hui, en effet, je vais vous parler du projet Permis de réussir, dont la photo est sur la petite diapo suivante. Merci. Et on peut passer à la diapo également suivante. Permis de réussir, c'est un projet qui se développe sur la vallée du Gier. Alors, la vallée du Gier, c'est une vallée qui se situe entre Saint-Étienne et Lyon, avec 3 communes côté Loire, dans lesquelles se trouvent des quartiers en politique de ville, symbolisés par les petites étoiles rouges sur la carte. Et avec un fort passé industriel, ce bassin houiller est confronté aujourd'hui à plusieurs défis. La sortie de l'industrie de masse, l'explosion urbaine et résidentielle, parce que située entre 2 grosses agglomérations, Lyon et Saint-Étienne, comme vous l'avez vu, mais aussi sur les contreforts du parc régional du Pilat, une zone totalement rurale où sont nées nos premières expériences de mobilité solidaire portées par des bénévoles en matière de transport solidaire à la demande. Et cette zone est indiquée avec la petite étoile fluo jaune sur la carte. Voilà, cette zone rurale du parc du Pilat. Et c'est dans cette région-là que je vais faire la connaissance de la directrice de la mission locale voisine, qui partage l'idée de mutualiser nos ressources en bénévoles et qui porte également, comme moi, un projet de mobilité pour les jeunes sur la vallée du Gier. On peut passer. Merci. Alors, d'entrée, notre volonté est d'agir pour aider les jeunes à obtenir leur permis de conduire, qui est le sésame pour l'emploi. Voici un focus sur les principaux enseignements d'une étude de l'association Prévention routière menée auprès de 1000 jeunes et qui démontre qu'avoir son permis de conduire, c'est un projet énorme, difficile. Pour 49% des jeunes, le permis de conduire, c'est difficile. Pour beaucoup, c'est inaccessible financièrement, puisque 56% des jeunes dépassent le budget initialement prévu. Pourquoi ? Parce qu'un nombre moyen de 31 heures est nécessaire pour obtenir le permis sous sa forme traditionnelle, alors que souvent, les premières propositions sont faites avec 20 heures de conduite par les auto-écoles. Voilà. C'est un projet, le permis de conduire, qui nécessite aussi une disponibilité régulière que les jeunes n'ont pas toujours parce qu'ils cumulent des petits emplois, des petits jobs, des CDD, de l'intérim. Ils ont parfois leurs horaires la veille ou 48 heures avant. Ils ont du mal à se monopoliser. Et il y a aussi un facteur, c'est qu'une fois qu'on est recalé au permis, on attend entre 3 et 5 mois pour pouvoir le repasser. Donc, on se démotive. Voilà, diapo suivante, merci.
Donc, il nous apparaît une solution, un levier possible pour ces jeunes, c'est la conduite supervisée, qui est l'équivalent de la conduite accompagnée, mais avec non pas des membres de sa famille. Alors, pourquoi? Au départ, on ne l'a pas fait pour les quartiers en QPV. Mais lors de nos recherches de fonds, d'argent, concrètement, on a trouvé des financements sur un appel à projet en politique de ville auprès de Saint-Étienne Métropole et aussi la NCT, qui nous ont dit qu'on allait travailler précisément sur ces quartiers. Et on a découvert que les jeunes en QPV avaient encore plus de difficultés face à l'obtention du permis. En tout cas, particulièrement ce que nous a dit un public féminin dans la majorité, qui a été le premier public à se présenter à nous. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours dans leur entourage un environnement familial et aussi une voiture pour faire de la conduite accompagnée, parce que dans certaines familles, l'homme est plus soutenu par les parents, c'est l'homme qui prend l'autonomie et les parents priorisent parfois le budget pour eux. Aussi parce que ces filles, ce sont leurs mots, rencontrent aussi le racisme et parfois vivent même dans des voitures des situations non bienveillantes, des réflexions non appropriées. Voilà, alors comment on va s'y prendre? La première chose que l'on fait, on achète une voiture. On peut revenir encore un petit peu merci. On achète une voiture, voilà, c'est notre première action concrète et c'est une voiture qui est spécialement dédiée au projet, qui va servir uniquement à cette conduite supervisée. Et ensuite, nous accueillons des parrains et des marraines bénévoles qui vont mettre à disposition de façon totalement flexible leur temps pour proposer des sorties au rythme du jeune. Alors, le rythme du jeune, c'est on réserve la voiture parfois la veille, parfois l'avant-veille, mais souvent au dernier moment. On s'adapte le plus possible et puis on va faire des sorties à son rythme, 1 heure, 2 heures, si tout va bien, 3 heures. On s'arrête boire un café, on souffle au bord de la route. On va même visiter sa grand-mère, ça nous est arrivé, ou déposer un CV dans une entreprise. Et au fil des sorties, on prend de l'assurance. Voilà, le prérequis en conduite supervisée pour les jeunes, c'est d'avoir eu son code, fait déjà au moins 20 heures de conduite en auto-école et d'avoir obtenu de la part de l'auto-école une attestation de fin de conduite, de fin de formation initiale. Voilà, et du côté de nos bénévoles, ils vont suivre une formation d'une journée en auto-école. Pour terminer, peut-être vous pouvez nous dire combien de jeunes ont réussi ce permis? Alors, il nous a fallu 2 ans de maturation sur ce permis et depuis le début de lancement en février 2019, nous avons 15 jeunes qui ont passé leur permis de conduire et 15 qui l'ont réussi. Voilà, ça veut dire aucun décrochage pour eux, c'est une double réussite. En effectuant en moyenne 1000 km et en mettant pour cela entre 3 et 6 mois, ce qui est finalement assez court. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui concrètement? C'est qu'à 3 mois après leur permis, 80% de ces jeunes sont en emploi et 100% de ces jeunes sont en emploi après 6 mois après avoir eu leur permis. Voilà, donc c'est un exemple concret pour ces jeunes. Ils nous l'ont raconté, on a leurs paroles, voilà. Ils nous disent, Maïra, Safia, Elias, quand mon parrain m'a dit « je n'ai pas peur avec toi », ça a débloqué mon stress parce que la conduite supervisée, c'est une voiture qui n'a pas de double commande. Donc, la confiance et les liens qui se nouent dans cet espace intergénérationnel est très important. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage et ces illustrations. Après le permis de conduire et la voiture, intéressons-nous maintenant
aux mobilités actives pour notre troisième focus. Quelle place pour le vélo dans les quartiers prioritaires de la ville? On l'a déjà évoqué via le biais d'une question de Pierre Taillant tout à l'heure. C'est ce que nous allons maintenant voir avec vous. Sophie Verdelet, bonjour. Vous êtes chef de projet Vélo Express à l'Association française pour le développement des vélos, des routes et des voies vertes, AF3V. Le projet Vélo Express, ce sont des ateliers de remise en selle que vous développez dans 9 territoires, dans 9 quartiers prioritaires de la ville. Je vous laisse nous les présenter. Oui, eh ben, merci Francis Demoz. Merci à tous les membres aussi du laboratoire de la mobilité inclusive de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Moi, je vais vous parler du projet Vélo Express que je pilote pour l'AF3V, donc Association française pour le développement des véloroutes et non pas des véloroutes et des voies vertes. Alors, avant de passer vraiment au détail du projet, je voulais quand même vous expliquer, vous présenter un peu l'association. Alors, la slide suivante, du coup, l'AF3V, c'est une association d'usagers qui agit depuis 1997 pour l'amélioration du réseau des véloroutes et des voies vertes. Et du coup, plus qu'au nombre de kilomètres, elle veille vraiment à la qualité des aménagements pour favoriser l'émergence de territoires solidaires et durables. Donc, on a de la sensibilisation, on a de l'interpellation des élus lorsque cela est nécessaire et la promotion de l'écomobilité inclusive en valorisant ce potentiel du réseau des voies vertes pour désenclaver les territoires. Donc, ce sont les 3 grandes orientations. Et rapidement, pour qu'on soit tous au clair sur ce qu'est une voie verte, c'est un aménagement en site propre qui est réservé aux mobilités actives, donc aux piétons, aux cyclistes, aux personnes en roller ou aux personnes à mobilité réduite. Elles ont la caractéristique d'être sécurisées, d'être de faible déclivité, et elles peuvent traverser les villes, les agglomérations ou bien relier les zones périurbaines aux zones d'emploi. Et du coup, dans ces territoires, on l'a vu, où parfois les réseaux de transport en commun sont moins performants, où la voiture a encore une place importante, que ce soit physique ou bien dans les cœurs. Pour nous, à la F3V, ce combo, on va dire, vélo-voie verte, peut être gagnant pour les personnes les plus précaires pour se déplacer, accéder aux emplois, aux formations, au commerce, divers lieux. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. La F3V a donc lancé son programme expérimental, Vélo Express, depuis 2019-2020, avec l'important soutien de la Fondation Massif. C'est un dispositif d'accompagnement social qui prend la forme d'ateliers, comme vous le disiez, d'ateliers de remise en selle d'environ 1 mois, qui sont organisés pour lever les freins à la mobilité des personnes accompagnées. Il est aujourd'hui expérimenté donc, sur 8 départements, comme vous le voyez à l'écran, avec 9 partenaires opérationnels et 20 structures d'insertion. Et depuis 2019, ce sont donc 15 ateliers qui ont été organisés auprès de 115 personnes sur 150 orientés initialement. Et d'autres ateliers sont organisés en fin d'année. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers de remise en selle? Oui, alors justement, juste pour préciser le public, qui a 90% féminin, et je crois que ça fait le lien avec l'intervention d'après. Donc voilà, on a des mères isolées, des salariés en insertion, des demandeurs d'emploi. Et du coup, dans ces ateliers, il y a, on va dire, un triple objectif qui est de favoriser cette insertion socio-professionnelle des personnes en situation de précarité. Et donc, on apprend, c'est plus que d'apprendre à pédaler. L'objectif, c'est bien de se remobiliser, de reprendre confiance dans un objectif d'autonomie. Autonomie pour accompagner les enfants à l'école, par exemple, ou bien également pour se rendre sur son lieu de travail. C'est pour ça qu'on organise dans ces ateliers des sorties pour aller à la rencontre de chefs d'entreprise, aller déposer des CV, comme vous le voyez sur la photo, un atelier qui s'est déroulé à Tours en partenariat avec Ikea. Voilà, l'objectif, c'est bien de montrer que le vélo peut être support de mobilité du quotidien. Alors, initialement, peut-être comme rappel, on n'avait pas forcément prévu de toucher les quartiers politiques de la ville. Nous, on était plutôt partis sur l'idée de toucher des zones moins denses. Mais en fait, on s'est vite aperçu que ces ateliers pouvaient s'adapter à ces territoires. Alors, pour des raisons logistiques, mais aussi
lorsqu'on compare les données cartographiques en fait, des voies vertes de la F3V avec celles de la politique de la ville, vous le voyez sur la carte, on se rend compte que les voies vertes peuvent traverser ou bien longer des quartiers politiques et prioritaires politiques de la ville et donc peuvent permettre de désenclaver ces quartiers. Alors, en sortie d'atelier, hein, globalement, les témoignages vont plutôt vont vraiment dans le sens d'une reprise de confiance en soi, d'un gain en autonomie, d'une amélioration du lien social aussi, qui est une part importante que l'on essaie de travailler dans ces ateliers, et puis le plaisir également d'un retour à une activité physique. Voilà, sortir de la sédentarité, c'est quelque chose que les personnes nous témoignent souvent. Mais je tiendrais à préciser quand même que toutefois, finalement, dans ces quartiers, il est important de garder un équilibre lorsqu'on met en place des séances entre ce qui se passe dans le quartier et à l'extérieur du quartier. Parce que finalement, l'apprentissage tardif de la mobilité à vélo peut avoir une connotation négative, hein, on en parlait tout à l'heure. Le vélo n'étant pas vraiment considéré pour beaucoup comme un outil de déplacement du quotidien, il y a un équilibre à trouver. Nous, on a eu le cas, par exemple, à Senon, commune limitrophe de Bordeaux, où une participante a quitté l'atelier en cours d'atelier parce qu'elle craignait le regard des autres lors d'une séance dans son quartier. On a eu une autre participante qui, elle, a dû renoncer à suivre cet atelier parce qu'elle n'a pas réussi à se rendre sur le lieu de rendez-vous d'une séance qui se tenait hors du quartier. Voilà, donc il y a un vrai équilibre à trouver. Ça m'emmène à l'objectif numéro 2 du projet, sur la prochaine slide, qui est de travailler, et on en parlait aussi, hein, au changement de perception du vélo et donc des comportements de mobilité. Le vélo n'est pas associé à la mobilité et à l'emploi pour beaucoup de personnes. Et c'est un point important aussi pour les conseillers en insertion avec qui nous travaillons. Pour qui finalement le permis B reste, j'ai entendu l'expression le Graal, voilà, ça reste vraiment l'objectif à atteindre en termes de mobilité. Et dans le cadre du projet, nous devons donc vraiment travailler à sensibiliser toutes les parties prenantes et promouvoir cette culture vélo dont on entend de plus en plus parler pour faire disparaître les réticences. Alors, ces conseillers en insertion, nous pensons en effet qu'ils ont un rôle vraiment important, primordial à jouer dans la réussite des ateliers. On le voit, parfois on peut avoir des difficultés à atteindre un nombre suffisant de participants pour maintenir l'atelier quand ces conseillers en insertion finalement ne sont pas sensibilisés à la solution vélo. À l'inverse, lorsqu'ils sont convaincus, impliqués, les ateliers sont un succès qualitativement et quantitativement. D'autant plus que le public que l'on reçoit a la caractéristique d'être assez volatile, hein, avoir un rendez-vous, une formation, garder les enfants. Et donc, pour contrer ce phénomène, les accompagnants doivent être vraiment convaincus que ce dispositif permettra d'améliorer le quotidien des personnes au même titre qu'un stage pour le permis voiture, par exemple. Et donc, malgré ces petites limites que je vous soulève, le bilan est positif après ces 2 ans et demi d'expérimentation. Donc, nous, on espère vraiment pouvoir continuer à mener ce type d'atelier où, comme je vous le disais, on travaille vraiment à construire un itinéraire, vraiment pouvoir sortir du quartier, changer ses habitudes en termes de mobilité. Et du coup, au même titre, finalement, que dans les villes, on développe des pistes cyclables de qualité, des réseaux express vélo dans les grandes métropoles. Nous, on essaye de mettre en avant que les voies vertes ont pleinement leur rôle à jouer dans la mobilité du quotidien des personnes habitant dans des zones moins denses, dans des zones populaires, dans des zones plus éloignées. Et c'est là, du coup, le 3e objectif du projet. Et je vous laisse conclure sur ce 3e objectif. Je conclue sur ce 3e objectif, puisque du coup, pour nous, la qualité d'un aménagement a un impact direct sur ses usagers et sur les usages. Donc, on va parler d'un revêtement lisse, par exemple, pour la sécurité.
On a aussi les barrières, hein, on le voit à l'écran, qui peuvent être excluantes pour certains types d'usagers. Voilà, la largeur, enfin, toute une liste de recommandations. Et c'est ce que du coup la F3V tente aussi de mettre en exergue par ce projet. Voilà. Aménagement du territoire et apprentissage de la mobilité. Merci beaucoup Sophie Verdelet pour ce focus sur la mobilité durable. Avant de prendre des questions, terminons ce webinaire avec, il nous semblait important en le construisant effectivement, de s'intéresser à la question de la mobilité des femmes dans les quartiers prioritaires de la ville. On en a déjà beaucoup parlé finalement entre les candidates ou les jeunes femmes qui passent leur permis de conduire dans ces quartiers où la mobilité est particulièrement genrée. C'est en tout cas ce que vous m'expliquiez, Laurent Giraud, lorsqu'on a préparé ce webinaire. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de France Médiation, membre du Conseil national des villes. Et si on vous a sollicité aujourd'hui, c'est parce que vous travaillez précisément sur la question de la mobilité des femmes dans l'espace public. Vous avez mené depuis maintenant 2015 une dizaine d'expérimentations de marches exploratoires de femmes. Oui, merci de m'avoir invité pour parler de ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors voilà, ça fait effectivement depuis 2015 que nous mettons en place de manière assez fréquente des marches exploratoires de femmes dans les quartiers prioritaires. Alors d'abord, avant de vous parler de ces marches, on a, pour pouvoir construire et mettre en place ces marches, on a fait plusieurs constats. Le premier constat qu'on a fait, c'est que près d'une femme sur trois éprouve un sentiment d'insécurité dans son quartier, contre moins d'une femme sur 5 hors quartier prioritaire. Et 10% d'entre elles ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Et donc, on voit bien qu'effectivement, ce sentiment d'insécurité est un frein à la mobilité pour ces femmes. Deuxième constat, qui vient rajouter au premier constat, c'est que environ 47% des femmes habitant les quartiers prioritaires sont inactives et pour beaucoup d'entre elles, restent très souvent chez elles, étant inactives. Et par contre, elles vont s'occuper, elles vont aller s'occuper des enfants, donc aller emmener les enfants à l'école, elles vont aller faire les courses. Et donc là, on voit bien qu'il y avait aussi des freins à la mobilité pour des questions très souvent d'aménagement urbain, de problèmes d'insécurité. Donc, il y avait des freins à lever sur les questions de mobilité. Alors, quels étaient en fait les objectifs à partir de ces constats? Quels étaient les objectifs de ces marches exploratoires? Et vous l'avez bien compris déjà, c'est de pouvoir renforcer la place des femmes dans les espaces publics et plus largement dans la démocratie participative locale. Deuxièmement, c'était, et très concrètement, c'était améliorer l'environnement urbain des quartiers prioritaires, notamment là où les femmes n'osent plus circuler dans les espaces publics. Troisième objectif, et vous allez le voir dans la méthodologie que je vais vous présenter très rapidement, c'était d'élaborer un diagnostic entre ces femmes, ces habitantes, et les professionnels sur l'usage différencié des espaces publics en fonction du genre. Et puis, dernier point très important pour nous, c'était aussi renforcer la mixité des usages et des espaces publics du quartier, puisqu'il y a des lieux dans certains quartiers prioritaires qui sont, on va dire, utilisés seulement par les hommes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marche exploratoire de femmes? D'abord, c'est une méthode qui va permettre à des habitantes de circuler dans les espaces publics pour analyser les causes sociales et urbanistiques de l'insécurité et des pratiques d'évitement. Il faut savoir que certaines femmes, puisqu'on a dans ces 20 marches exploratoires que nous avons réalisées, on s'est rendu compte que des femmes faisaient des détours incroyables, ça peut être de plusieurs kilomètres, pour éviter certains lieux qui étaient pour elles anxiogènes, ou parce qu'elles se faisaient insulter, etc. Donc, on a vu vraiment que cette difficulté des femmes à être mobiles, à circuler dans leur propre quartier. Donc, c'est cette méthode, d'abord, qui va permettre donc à des femmes d'aller réaliser des diagnostics, de marcher dans leur quartier
pour vérifier, voir où elles se sentent en insécurité. Deuxième chose, c'est d'abord aussi une expertise d'usage conduite par des groupes de femmes résidant dans un quartier en lien avec les instances locales concernées, que ce soit les villes, les bailleurs sociaux, les préfectures, les directions départementales de la cohésion sociale, etc. Troisièmement, les marches exploratoires, c'est aussi un outil formidable de participation des habitantes à l'amélioration de leur cadre de vie par leur implication avec une analyse de leur quartier et, vous allez voir, de la formulation de propositions. Et puis, ça vient aussi, et vous le connaissez tous, ça vient en complément de diagnostics en marchant, très souvent dans les opérations de renouvellement urbain, où on voit effectivement très peu de femmes. Et donc, ça vient compléter, ça vient compléter effectivement les diagnostics en marchant. Alors, quelle est la méthode de ces marches exploratoires? Alors, la méthode, est-ce que vous m'entendez toujours? Parfaitement bien, allez-y. D'accord, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. En fait, la méthode, elle se déroule en 6 étapes. D'abord, il faut que les villes qui vont accueillir ces marches exploratoires soient volontaires, parce qu'elles vont avoir à contribuer à ces marches exploratoires, puisque vous allez le voir, les femmes, ces groupes de femmes vont faire des préconisations d'aménagement sur les espaces publics. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut bien que la collectivité s'approprie ces préconisations et puisse mettre en œuvre et s'engage à mettre en œuvre effectivement des aménagements nouveaux. Donc, premièrement, il y a la participation des collectivités avec la formation des équipes locales à la méthodologie de projet. C'est très important parce que tout ça, ça se passe dans une méthodologie très précise pour que toutes ces marches donnent des résultats. Deuxième étape très importante, c'est la préparation des marches. C'est-à-dire qu'on va mobiliser des partenaires locaux et des marcheuses, mobiliser des marcheuses dans des espaces qui ne sont pas forcément des espaces communs. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de trouver des marcheuses ou des marcheuses qui participent d'habitude à d'autres et qui sont très souvent isolées. Donc, retrouver des femmes et définir le parcours de la marche qui va, vous allez voir, qui va être choisi avec l'ensemble des femmes. Et puis après, les femmes, donc effectivement, une fois qu'elles vont avoir choisi ces lieux de marche exploratoire, elles vont réaliser 3 marches exploratoires à différents temps de la journée, c'est-à-dire le matin, par exemple, lorsqu'elles accompagnent leurs enfants, dans la journée, vers le milieu d'après-midi, et le soir, bien sûr, lorsque là aussi, elles se sentent en insécurité. 4e temps de cette méthode, c'est ensuite, après ces marches, elles vont élaborer un rapport d'analyse des constats et des préconisations qu'elles vont faire de manière collective et qu'elles vont présenter ensuite aux élus locaux de la commune. Et donc, elles vont rédiger elles-mêmes le rapport, elles vont étayer ce rapport par des photos, donc des photos pour montrer les dysfonctionnements des espaces publics, les lieux où effectivement elles se sentent en insécurité et des lieux où effectivement il est nécessaire d'aménager l'espace pour que ces femmes puissent lever les freins de leur mobilité. Et puis, un nouveau temps qui arrive ensuite, c'est-à-dire qu'elles vont ensuite, avec les élus, faire une marche de restitution en montrant aux élus, effectivement, les lieux où elles se sentent en insécurité et où elles demandent, effectivement, des aménagements. Et puis, 6e étape dans cette méthodologie de projet des marches exploratoires, la mise en place d'une instance de suivi, parce que c'est bien beau effectivement de faire ces marches, il faut que ces femmes soient entendues, parce que derrière effectivement les marches, on est bien dans de la participation à la vie locale.
l'idée vraiment de ces marches, c'est de travailler, et je vous en parlerai après sur les impacts, sur l'estime de soi, la confiance en soi, et travailler ça à partir de l'expertise d'usage de ces femmes qui, en fait, si vous voulez, même si elles ne sortent pas pour aller travailler, ou très souvent elles sont isolées, elles vont se déplacer pour aller faire les courses. Très souvent, elles y vont à pied ou en bus. Elles n'ont pas forcément de voiture, ou elles vont chercher leurs enfants à l'école, etc. Donc, elles ont vraiment une expertise d'usage des quartiers. C'est elles qui, puisqu'elles ne travaillent pas, sont très souvent aussi dans les quartiers. Alors, qu'est-ce qui remonte des problèmes identifiés par ces femmes? Il y en a plusieurs. Des défauts de l'aménagement urbain et de l'accessibilité. Alors, ça va de l'éclairage public, ça va de l'aménagement d'espaces urbains, par exemple pour les poussettes quand vous allez à l'école. Ça va sur des aménagements de passages piétons. Ça va même, puisqu'on est dans les transports, à des préconisations sur le déplacement d'arrêts de bus. Je me souviens dans une ville dans le Nord, eh bien, il y avait un arrêt de bus. Pour faciliter le trajet et gagner du temps, l'arrêt de bus avait été changé. Il y avait des femmes qui faisaient plusieurs kilomètres pour aller rejoindre cet arrêt de bus pour aller faire leurs courses. Donc, elles ont demandé effectivement de modifier les arrêts et de revenir à l'arrêt précédent où elles avaient beaucoup plus de facilité à bouger. Deuxième élément, c'est tout ce qui est incivilité. Donc, aménagement de l'espace urbain pour les incivilités. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'occupation mixte des espaces. Je pense que vous le savez tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains quartiers, eh bien, il y a des espaces, notamment près des cafés, par exemple, eh bien, des espaces qui sont pratiquement, je ne vais pas dire dédiés aux hommes, mais là, il y a des espaces où il n'y a que des hommes. Et donc, très souvent, on a vu aussi dans les marches des femmes qui demandaient d'avoir un lieu spécifique dans certains cafés pour venir ensemble boire un café librement dans un espace où elles ne se sentent pas forcément regardées, où elles ne se sentent pas en insécurité. Voilà. Et puis après, bien sûr, des problèmes de délinquance. Alors, très rapidement, Laurent Giraud, quelques exemples de solutions. Laurent Giraud, conclure. Oui, je vais vous laisser conclure, et juste pour dire aussi que vous allez donner un certain nombre d'études et de références à tous les participants à qui on transmettra ensuite en lien. Donc, ils auront tout ça pour vérifier. Je vous laisse conclure. Tout à fait. Voilà, alors très clairement, quelques impacts du projet. On a vu effectivement des améliorations sur les espaces, et je viens de vous en parler. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment comment les femmes retrouvent une vie et participent à la vie de leur cité, de leur quartier. Alors, on a vu plusieurs grandes réussites. On a vu des femmes, premièrement, qui retournaient en formation. On a vu même des femmes qui créaient leurs entreprises à plusieurs. Plusieurs personnes d'un collectif ont créé une entreprise. On a vu des femmes devenir effectivement s'engager dans des collectifs d'habitants, souvent d'habitantes, qui souhaitaient s'engager dans de l'aménagement, dans la vie associative de leur quartier. Et puis, on a vu très clairement une montée en compétences des femmes, notamment celles qui ont été formées à la prise de parole en public, parce que pour pouvoir présenter ce fameux rapport, eh bien, on forme les femmes à la prise de parole en public. Et donc, on a vu effectivement que ces femmes retrouvaient une place, retrouvaient une place dans la vie de la cité, retrouvaient de la confiance en soi, participaient à la vie de la cité et très souvent levaient les freins à leur mobilité, à la fois par la confiance retrouvée, puis à la fois par l'aménagement des espaces. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Giraud, pour ces marches exploratoires. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous. On a dépassé, Pierre, nos 90 minutes. On va quand même essayer de rendre le temps à l'heure, mais je voudrais quand même, si vous avez une question, je vois qu'il y a pas mal de questions, de façon assez rapide, avant de lâcher et nos participants et nos intervenants. Oui, Francis, très rapidement, une
question pour Pascal Scalier. On revient sur le projet du Secours catholique. Et une personne demandait des précisions sur qui étaient les bénévoles. Est-ce que c'était des personnes uniquement du Secours catholique? Plus particulièrement pour cette action, la mission locale et le Secours catholique ont mutualisé leurs bénévoles, puisqu'il y a des bénévoles aussi en mission locale. Et aujourd'hui, on est à peu près moitié-moitié, autant secours que mission locale. D'accord, merci. Oui. Alors, c'est pas forcément des questions, mais des commentaires hein, sur le vélo et la question du parking hein, qui a fait pas mal réagir. On voit bien qu'il y a des freins et des actions spécifiques à développer pour le vélo dans les QPV. On a bien, des participants soulignent bien le rôle des bailleurs sociaux pour travailler notamment sur cette question des parkings à vélo. Et on voulait souligner les disponibilités hein, de certains financements, notamment les programmes C2E en particulier, qui sont dédiés au vélo ou aux infrastructures vélo, comme justement Avélo, le programme Avélo ou le programme Alvéole également. Et enfin, il y avait une question pour M. Giraud, mais je pense qu'il a répondu au cours de son intervention sur les marches et sur les actions qui étaient mises en place. Et je crois que les exemples qu'il a cités sur les conséquences ont apporté un certain nombre d'éclairages. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. Merci à nos intervenants. Merci aux participants. Merci à ceux qui ont organisé ce webinaire. Nous allons évidemment vous communiquer par mail toutes les ressources qui ont été évoquées durant ces 90 minutes d'échange. On vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain pour un nouvel épisode 7. Quelle solution pour une mobilité durable pour tous? Et puis sachez qu'à partir de demain, vous faites partie de cette communauté des webinaires tous mobiles. Vous recevrez un questionnaire. On a envie aussi de savoir finalement ce que vous attendez de ces rendez-vous et notamment pour préparer notre programme 2022. Donc on vous enverra ça, je pense, à partir de jeudi. Merci encore. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site Tous Mobiles. Merci à tous et bon après-midi. À la prochaine fois. Au revoir.